je vais faire des câlins. Voilà, on a la miniature, je pense. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Vous connaissez peut-être Leïla, je sais pas s'ils te reconnaîtront parce qu'il y aura peut-être un petit peu de temps entre les deux vidéos. Mais on a filmé cette semaine une FAQ avec le reste de l'équipe, donc je vous la mettrai ici, enfin Marina vous la mettra ici, pour aller la voir. Et donc je vous présente Leïla, qui est coach dans mon équipe. Oui. Mais aujourd'hui on n'est pas là, enfin on va quand même parler un peu de ton coaching, tu vas le mentionner, mais on a envie de partager ton histoire avec nous, enfin tu as envie, c'est toi qui l'as dit, hein. Je ne force pas mon équipe à partager son histoire sur la chaîne, s'il te plaît mettez-vous à nu. Et je te laisse te présenter et puis dire de quoi on va parler aujourd'hui. Du coup, moi je m'appelle Leïla, je travaille pour se sentir bien, donc se sentir bien c'est le nom de l'entreprise d'Esther. Depuis avril 2019, je suis coach dans le coaching sur la relation à la nourriture et la perte de poids, mais je suis aussi responsable du produit en fait. Donc c'est moi qui lead l'équipe de coach, c'est moi qui assure une bonne livraison du produit aux clients. C'est elle qui m'a dit faut pas faire ça, ça va pas être rentable. Faut embaucher des nouvelles coachs, ça va plus être possible. C'est ça, ou qui dit, voilà, qui s'assure que tout se passe bien. Excusez-nous, il y a des fautes d'orthographe dans l'outil. Machin truc. Du coup, voilà, on pourrait faire ça, ça pourrait être chouette et tout. Voilà. Et donc à côté, j'ai aussi mon entreprise à moi qui s'appelle LKL Coaching, où je coach sur accepte ta différence et trouve ta mission de vie. Parce que moi, j'ai plusieurs maladies, dont la fibromyalgie, celle qui m'handicape le plus. J'ai aussi été agoraphobe pendant très longtemps, enfin 6 ans très agoraphobe, puis encore 8 ans un peu moins. Du coup, ma mission de vie aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes qui ont une différence à l'accepter, à trouver leur voie et à réaliser leurs rêves. Yes, c'est bien comme mission de vie. C'est bien parce que ça complète la mienne. Moi, c'est tous les gens, toi, c'est ceux qui ont une différence. Une différence, voilà. Ça nous complète un peu. Je vous mettrai en barre d'infos, enfin encore une fois, Marina vous mettra en barre d'infos. C'est tout en jeu, mais je veux pas m'approprier le truc parce qu'en vrai, c'est pas moi qui Marina mettra en barre d'infos les liens de Leïla pour que vous puissiez aller voir. T'as un podcast, t'as un Instagram, t'as plein de ressources en ligne. C'est ça. Comme SSB, t'as plein de ressources gratuites. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir. C'est aussi un coaching haut de gamme que tu proposes. C'est aussi un coaching haut de gamme que je propose, qui est sur 6 mois. Dans le podcast Ta vie avec, en fait, c'est que des invités que j'interviewe qui viennent expliquer leurs différences à eux. Il s'est suivi par beaucoup de gens qui n'ont pas du tout de différence en eux-mêmes, mais qui ont envie de découvrir ça, une autre réalité de vie. D'accord, donc en fait le podcast, il n'est pas exactement sur le coaching en lui-même, il est sur le partage d'expérience des personnes qui ont une différence. Ok, donc c'est hyper intéressant si vous voulez apprendre. Enfin, moi je suis assez cliente de ça, tu vois, d'apprendre comment c'est la vie des autres. C'est ça. Et généralement, ils ont ils ont accepté leurs différences. Et du coup, ils expliquent d'où ils sont partis et où ils sont maintenant en fait. Super inspirant. Ok. Bon, alors du coup, toi, raconte-moi un petit peu comment, depuis quand t'étais agoraphobe, comment t'as découvert ça, c'est parti de là, d'accord? Ton chemin. Moi mon chemin il est parti de l'agoraphobie. J'ai fait ma première crise d'angoisse à 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Après avoir fumé un joint, j'ai cru que j'allais crever. J'ai vraiment cru que c'était... Mais quelle idée. Enfin, j'ai cru pas ça. Voilà. Je fumais pas des joints à 16 ans. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, donc, j'explique à mes clients pourquoi parce que j'ai beaucoup de gens qui sont attirés, parce que je parle beaucoup des crises d'angoisse, de l'agoraphobie, des phobies en général. Bien que je les soigne pas, parce que je veux bien préciser que le coaching et la thérapie, c'est bien 2 choses différentes, mais compléter, c'est très très puissant. Si tu regardes cette vidéo et que tu as des crises d'angoisse, tu ne peux pas en mourir. Biologiquement, c'est impossible. En fait, au départ, l'agoraphobie, c'est vraiment tu commences à faire des crises d'angoisse à l'extérieur et ton cerveau associe que c'est l'extérieur qui est dangereux. Ça aurait pu être de l'hypocondrie. J'aurais pu développer autre chose en fait. C'est juste que mon cerveau, lui, il a choisi l'extérieur. Et petit à petit, tu commences à éviter des situations. Donc au départ, changer la circonstance. Voilà, tu changes la circonstance. Donc au départ, tu fais une crise d'angoisse dans le métro, tu prends plus le métro, tu prends le bus. Puis après, t'en fais une dans le bus, tu prends le bus, tu marches à pied. Puis voilà. Et en fait, comme ça, sans t'en rendre compte, tu te rends compte que tu réduis ton champ en fait d'autonomie. Et moi, alors j'ai fait de l'agoraphobie très sévère, mais ça arrivait à un point où c'était très 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 compliqué de sortir de chez moi. Donc ça, j'ai eu 1 an où ce qu'on appelle agoraphobie enfermée complètement, où je suis pas sortie, mais je suis sortie 10 fois de chez moi dans l'année. On est vraiment voilà. À ce moment-là, en France, on a un courant très psychanalytique où on va faire parler les gens, essayer de trouver un trauma dans l'enfance, etc. Et moi, ma vie fait que des traumas, tu peux en trouver 40, c'est pas ça le problème. En fait, en soi, les phobies, si on prend un courant plus thérapie comportementale et cognitive, c'est juste reprogrammer le cerveau. Il a enregistré une mauvaise information, il faut reprogrammer le cerveau. Et donc dehors égale danger. Voilà.
faut lui dire en fait non. C'est ça. Ouais, donc tout à l'heure je te dis 24 ans, je pensais que je devais avoir 22-23 ans quand j'ai rencontré, parce que moi j'ai été placée en foyer, donc le foyer m'a fait rencontrer une psychologue qui m'a dit, déjà on a posé un mot, c'est l'agoraphobie, parce que pendant tout ce temps je savais pas de quoi, qu'est-ce qui se passait, je me disais que j'étais folle, que j'avais un problème et tout. Elle m'a dit, c'est de l'agoraphobie, il faut aller voir un psychologue en TCC. Ouais. Et là on a commencé à me parler, m'expliquer donc comment fonctionnait une crise d'angoisse, pourquoi on ne pouvait pas en mourir. C'est les thérapies cognitives et comportementales, ouais. Et c'est assez proche du coaching que nous on propose chez SSB avec le modèle de Brooke Castillo. C'est la même chose. C'est la même chose, alors c'est pas le coaching cognitif et comportemental parce que ça c'est une branche, en gros les gens ils se tapent dessus avec des labels, donc techniquement ça peut pas être la même chose parce qu'il y a tout un protocole à suivre, mais concrètement on se sert de notre compréhension de la cognition, c'est-à-dire de l'ensemble des pensées, des émotions et des actions pour apprendre au cerveau à penser autrement et donc à pas avoir les mêmes réactions dans des situations. C'est ça en fait. C'est vraiment... moi on me l'a expliqué comme ça et quand j'ai parce que de par ma communication j'ai beaucoup de clientes qui sont agoraphobes qui vont voir un psy en parallèle mais qui moi je peux apporter des choses au coaching ou on peut travailler sur autre chose. C'est vraiment une reprogrammation du cerveau, il faut voir le cerveau vraiment comme un ordinateur qui a pris un mauvais comportement et là on le reprogramme. Et la façon de le reprogrammer c'est de faire des expositions. Les expositions c'est s'exposer du coup à sa peur, à sa crise d'angoisse, potentielle crise d'angoisse. Ouais, potentielle crise d'angoisse et même sans créer en fait à la fin du processus tu t'en crées volontairement en hyperventilant pour montrer que t'as plus peur en fait. Et donc il y a toute une phase où t'en fais encore mais t'as plus peur des crises d'angoisse, où là tu te sens badass au possible et après ton cerveau réenregistre, ça t'en propose plus en fait. Ouais. Rien à voir évidemment avec le fait que parfois, il y a des gens qui trouvent très malin dans votre entourage de vous provoquer une crise d'angoisse. Oui, non. Rien à voir avec ça évidemment, c'est dans un protocole médical, complètement accompagné et tout. Je dis ça parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des personnes agoraphobes dans leur entourage ou d'autres phobies et qui seraient susceptibles à la suite de ça de dire c'est génial, je vais exposer mes potes à leur phobie. Non. C'est très mauvaise idée. Pour que l'exposition fonctionne, il faut qu'elle soit progressive. Donc on se provoque pas de suite des crises d'angoisse, on fait ce qu'on appelle une liste d'exposition, donc du plus facile au plus difficile. Et ensuite, c'est la personne qui doit le faire et c'est elle qui doit choisir. Si c'est imposé, ça fonctionnera pas. Ok, du coup, toi, tu as commencé à comprendre tout ça et à faire de la thérapie cognitive et comportementale aux alentours de 23-24 ans. Ouais, Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Moi, ça a changé ma vie parce que déjà... J'étais pas folle. Cool. Bon, c'est juste pas de coach folle dans l'équipe, tout va bien. Ensuite, mon entourage comprenait pas du tout en fait. Ouais. Et donc ça a permis de pouvoir faire de l'éducation autour de l'entourage. Parce que moi je comprenais, donc je pouvais expliquer ce qui se passait. Parce que l'agoraphobie a très un truc, c'est bon, prends sur toi quoi. Voilà. Parce que c'est invisible en fait. Mais... Toutes les phobies en fait. L'agoraphobie c'est encore plus le cas. C'est ça. Et ça m'a permis de me dire, ok, je peux m'en sortir. Parce qu'à ce moment-là, quand je suis rentrée je suis tombée sur un super site que je vous conseille, où j'étais bénévole longtemps, qui s'appelle Déploie tes ailes, qui est gratuit et qui accompagne les personnes. C'est un psychologue québécois qui l'a créé. Voilà. Marina, je te le donnerai. Et en fait, je me suis retrouvée avec des personnes qui ont été agoraphobes, qui l'étaient plus. Et je me suis dit, waouh, c'est possible de plus être. Parce qu'à ce moment-là, tu crois que non, c'est une particularité que t'as et que tu vas jamais... Ouais, tu confonds avec ta personnalité, mais c'est comme tous les troubles et toutes les maladies. En fait, tu confonds la maladie et la personnalité. C'est ça. Là, j'ai repris un suivi psychologique pour autre chose dont on va parler, mais des douleurs chroniques. Il m'a fait passer plein de tests, le psychologue, il y a 1 an. Et tout ce qui est angoisse, je suis au plus bas du plus bas possible. Mais et il m'a dit... On voit que vous avez... Voilà. En fait, je suis pas du tout une flippette, en fait, en vrai. C'est 2 choses complètement différentes, quoi. Pour les agoraphobes qui nous regardent, hier soir, on était à Times Square, donc à New York, en pleine foule, avec tout le monde et tout. Et voilà. Ouais. Et tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais dit non, c'est pas possible. Ça m'amène à une question que j'ai envie de te poser, parce que je sais que tu avais une checklist des trucs que tu voulais faire quand t'étais... Alors, quand t'étais... Enfin, raconte, quand t'étais agoraphobe. Quand j'étais agoraphobe, parce que l'idée d'aller affronter une crise d'angoisse, parce que l'agoraphobie, en fait, souvent on pense que c'est la peur de la foule, etc. En vrai, l'agoraphobie, c'est la peur d'avoir peur, c'est la peur de faire une crise d'angoisse. Quand j'étais agoraphobe, du coup, pour me donner un peu la motivation d'aller faire mes expositions, d'aller vivre des crises d'angoisse, où tu crois encore, même si on t'a expliqué, t'as quand même... Tu te dis, ouais, mais moi, c'est pas pareil. Moi, je vais vraiment mourir là, cette fois-ci. J'avais fait une liste de toutes les choses que je voulais faire. Et il y avait donc aller à New York, il y avait aller voir le Roi Lion à New York, et il y avait acheter un bijou de Tiffany, donc qui est là, à New York. Et pourquoi c'était stressant pour toi d'aller acheter un bijou de Tiffany? C'était la boutique? C'était quoi?
En fait, c'était plus symbolique parce que au moment où j'étais agoraphobe, je vivais beaucoup ma vie par les films et les séries en fait. Et j'avais découvert, je sais plus dans quel film ou je sais plus dans quelle série, la marque Tiffany et la boutique à New York. Et je m'étais dit, waouh, un jour, j'irai là-bas et j'irai acheter un bijou. Mais il y avait aussi le travail sur l'argent. Du coup, il y avait aussi un travail sur... Ouais, parce que quand t'es agoraphobe, tu sors pas de chez toi. Donc tu dis que tu vas pas pouvoir bosser en fait. Ouais. Donc, tu seras jamais indépendant financièrement. Tu seras jamais indépendant financièrement. Et voilà. Voilà. Et donc c'était waouh, un jour, je pourrais aller à New York, j'aurais pas peur d'aller à New York, de prendre l'avion, d'être dans la foule, etc. Et j'aurais un métier qui fera que j'aurai l'argent pour acheter un bijou Tiffany en fait. C'était le package de... Ok. Voilà. Du coup, j'ai fait tout ça ce week-end. Roi Lion, très vite, qui était super chouette. Et si vous êtes en cours d'exposition, c'est ce que je voulais vous dire, parce que j'en ai fait des spectacles où je pouvais y aller, mais j'étais pas encore à l'aise. Il y avait soit beaucoup d'angoisse ou des crises d'angoisse. Un jour, vous pourrez aller au Roi Lion, faire la queue, et tout ça sans aucune crise d'angoisse, avec des douleurs et de la fatigue et tout, parce que du coup, j'ai enchaîné sur la suite, qui est qu'une fois, j'ai eu 2 ans à peu près sans agoraphobie, et puis du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir beaucoup de fatigue, beaucoup de douleurs, et puis, bon, je l'ai appris plus tard, mais en fait, c'était du coup une fibromyalgie. Donc, Qu'est-ce que c'est la fibromyalgie? Vous nous expliquez un petit peu? Ouais, alors c'est très... Ouais, voilà. Marre de l'expliquer? Non, j'en ai pas marre, mais c'est très controversé en fait, la définition de la fibro. La fibromyalgie, pour certains c'est une maladie, pour d'autres c'est un trouble. En fait, en vrai, on sait pas ce que c'est. On sait juste que ça cause des douleurs très importantes, plus ou moins selon les personnes. Moi, j'ai encore de la chance, je suis pas hyper touchée. Ça marche par poussée en fait. Et normalement, on est censé pouvoir récupérer après une poussée, mais des fois, ça prend un peu plus de temps. Globalement, selon les personnes, on va avoir l'impression que notre corps est écrasé dans un étau, à peu près tout le corps, ou il y a des personnes qui vont dire aussi, moi j'en ai moins, ça met des coups de couteau en fait. Et donc ça touche les articulations, les muscles, et c'est associé, dans la fibromyalgie, à peu près une centaine de symptômes en fait. Donc il y a aussi des symptômes digestifs, il y a aussi... C'est un diagnostic difficile, j'imagine. Voilà. Ouais, j'ai fait quoi? 5 ans d'errance médicale, ce qui est peu en soi pour une fibromyalgie. Parce qu'au départ, ça peut être plein d'autres maladies en fait, et la fibromyalgie, c'est un diagnostic d'exclusion, ce qu'on appelle. C'est une fois qu'on a tout enlevé, on dit, bon ben c'est ça, globalement. Mais il n'y a rien sur le papier qui dit que c'est ça, puisqu'il n'y a pas un test qui... Enfin, c'est en train d'être développé. Il y a des chercheurs à Montréal qui ont trouvé quelque chose au niveau de l'intestin, une population bactérienne particulière qu'aux gens qui ont la fibromyalgie, donc ils sont en train de développer un diagnostic, un outil de diagnostic. Mais... Tu disais un peu plus tôt, je sais plus quand, cette semaine, mais tu me disais que tu avais eu ces rêves, tu vois, de venir à New York, etc. Mais donc, il y avait l'agoraphobie, il y avait la fibro qui faisait que tu avais des douleurs, qui fait que c'est compliqué pour toi. Enfin, moi, je le vois au quotidien, mais pour les gens qui nous regardent, peut-être c'est intéressant que tu dises... Qu'est-ce que ça fait au quotidien, genre concrètement, à quoi ça ressemble tes journées? Donc mes journées, aujourd'hui par exemple, c'est donner rendez-vous à 10h30 pour filmer la vidéo. Il a fallu que je me réveille à 9h parce qu'en fait il me faut un temps pour faire des exercices, pour dénouer toutes mes articulations et tous mes muscles, et c'est un temps qui est très douloureux, et il me faut un temps de réveil pour le cerveau aussi, parce qu'on perd la cognition avec la fibromyalgie. Voilà, c'est le matin, ça tu le sais, je dis tout le temps, le matin c'est le plus compliqué pour moi. Il me faut un temps de mise en route, c'est ça, un peu le diesel, tu vois, de tout dénouer, tout débloquer, réveiller, sortir de ce qu'on appelle le fibrofrog. En fait, on a l'impression d'être dans un brouillard et on est incapable de réfléchir, de prendre des décisions dans ces moments-là. Moi aujourd'hui j'en sors de plus en plus vite parce que c'est avec l'entraînement en fait, c'est vraiment un entraînement, mais à un moment de ma vie ça pouvait être la matinée complète quoi, de sortir de ça. Donc une fois que ça c'est fait, va falloir que j'évalue mon quota d'énergie, ce qu'on appelle la théorie des cuillères si ça intéresse quelqu'un. Donc la théorie des cuillères c'est que un malade chronique, il a, c'est comme les points de vie dans les jeux vidéo quoi en fait. Il a un quota de choses qu'il peut faire dans la journée et il va falloir réfléchir à où est-ce que je veux les mettre, où est-ce que c'est le plus pertinent pour moi. Par exemple, j'ai pensé ce matin à cet exemple-là, je le trouve assez parlant. Tout à l'heure, on a décidé d'aller prendre un brunch et on n'a pas défini où on allait. Mais en soi, moi aujourd'hui, ça je m'en fous parce que j'ai travaillé sur ma relation à la nourriture et on peut aller bouffer où on veut, ça me pose pas de problème. Mais si on prenait moi un peu avant, ça allait être ok. Il faut falloir réserver le brunch parce que je veux manger là absolument ou je veux manger un brunch absolument et tout. Et si j'y vais et que on n'a pas la place, j'ai pas l'énergie d'aller ailleurs en fait. Donc potentiellement c'est même je mange pas. Là au jour d'aujourd'hui si je mange pas, je ferai un repas ce soir et voilà. De la même façon, pour le voyage à New York, j'ai défini 4 choses que je voulais absolument faire et qui me semblaient réalistes à faire.
dans le voyage, j'ai pris un fauteuil roulant aussi. Alors ça peut être très particulier pour pas mal de gens, parce que je peux marcher très longtemps, enfin très longtemps pour moi, peut-être pas pour toi, mais voilà. Et d'un coup, il y a mon corps qui dit stop, et là, je peux plus marcher, en fait. Donc avant, ça a été un chemin d'accepter de prendre un fauteuil roulant, et parce que c'est très marrant, je me pousse mon fauteuil roulant, puis d'un coup, je vais m'asseoir dedans et je vais demander à être poussée, quoi. Parce que d'un coup, mon corps peut lâcher, et c'est là où avant que j'accepte d'avoir le fauteuil roulant, je m'écroulais en fait, tu vois, dans la rue, et donc ça prenait d'autres ampleurs, parce que généralement les gens s'inquiètent, t'amènent à l'hôpital et tout ça, et toi t'es là, non, c'est bon, c'est normal, c'est rien, ça va repartir. Donc il y a beaucoup de charge mentale en fait autour de ça. Et on peut adapter, on adapte, c'est sur de l'essai-erreur, on adapte énormément, mais c'est voilà, c'est par exemple, hier soir, j'ai décidé que je prenais ma douche ce matin, est-ce que je vais avoir l'énergie de prendre ma douche ? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir l'énergie de prendre ma douche et de voilà, c'est vraiment c'est l'optimisation pour moi, c'est un besoin de sécurité parce que peut-être que sinon je pourrais pas avoir la base. Enfin, Esther vous parle beaucoup de la pyramide de Maslow, donc la base de me doucher, me nourrir, voilà. Ouais. Par exemple, chez moi, j'ai toujours des espèces de sachets de riz et de quinoa et tout ça là que tu mets au micro-ondes, parce que si j'ai pas l'énergie de me faire à manger, je mets ça dans le micro-ondes et c'est bon, c'est prêt. Je vois ce que tu veux dire. Ok, du coup ça m'amène à la question que j'étais en train de te poser tout à l'heure. Maintenant que tu as décrit ça, en fait tu m'as dit un truc intéressant avant qu'on commence, enfin tu dis toujours des trucs intéressants, mais tu m'as dit un truc intéressant en particulier, c'est que et dans lequel moi je me retrouve à mon échelle, c'est que souvent quand on a des rêves, on pense qu'on peut pas les réaliser parce qu'on voit le moyen classique de le réaliser et on voit que ça nous est pas accessible. Et c'est quelque chose qui est très vrai, enfin c'est vrai pour tout le monde, hein. Pour moi par exemple, si tu me dis mon rêve c'est de devenir actrice, je vais te dire bah ça va pas être possible, je suis pas la fille de Brad Pitt, j'ai pas de connexion dans le milieu est très compliqué pour s'insérer, parce que je vois qu'une seule façon de le faire, c'est de passer par du bouche à oreille et être recommandé pour un film. Il y a certainement 12 millions d'autres façons d'être acteur. Je ne les connais pas, il faudrait que je cherche, il faudrait que je m'intéresse, c'est pas ma mission de vie, donc je m'en tape, donc je vais pas le faire, mais voilà. Mais voilà. Et quand on est malade chronique, on a souvent ce truc-là de dire voilà, j'ai ce rêve, mais en fait, c'est pas possible pour moi de le faire parce que ça. Et là, tu me disais que dans ton rêve d'aller à New York, chez Tiffany's, etc., il y avait en plus la fibro qui faisait que tu disais non mais en fait je ne peux pas, j'ai l'agoraphobie, je peux pas, mais en plus je ne peux pas y aller parce que je vais m'écrouler au milieu de la rue, par exemple. Et tu me disais que du coup tu l'as fait mais d'une autre manière. Ouais, bah, mon autre manière à moi ça a été d'acheter un fauteuil roulant en fait et de demander de l'aide parce que j'ai pas forcément l'énergie en fait de me pousser aussi. Parce que c'est tout le corps qui... avec les bras. Enfin, je t'ai vu le faire un peu, mais c'est vrai que tu t'épuises assez vite. Je m'épuise assez vite. Et du coup, moi, mon adaptation, c'était d'aller à New York avec un fauteuil roulant, entouré de gens qui comprennent ma maladie, qui sont non-jugeants, etc. Et de leur demander s'ils sont OK pour me pousser et tout. Donc, j'aurais jamais imaginé aller à New York en fauteuil roulant. Vraiment pas. Ouais. Et parce qu'il y a ce truc au début, la maladie, on se dit, non, mais si je peux pas le faire comme ça, je veux pas le faire. Ouais. Parce qu'il y a tout moi ce que j'appelle le chemin d'acceptation, c'est comme un deuil en fait. Faire un deuil de son ancienne identité et se créer sa nouvelle en fait. Mais moi, l'important pour moi au final, c'est pas d'aller à New York et de pouvoir marcher 20 km. Moi, l'important pour moi, c'est de faire ce que j'ai envie de faire à New York, quoi. Et hier, on est allé au MoMA avec mon mari au musée et c'est la première fois que je prenais un fauteuil parce que je sais pas pourquoi dans ma tête il y avait encore un blocage de prendre le fauteuil dans un musée alors que la plupart des musées prêtent des fauteuils mais voilà. Donc j'ai fait tout un travail sur les pensées et tout sur ça et c'est la première fois depuis, j'arrive même pas à me souvenir, où j'ai pas une crise de douleur énorme après un musée et le lendemain parce que justement j'étais en fauteuil et j'étais là, enfin, en même temps il y a le côté j'aurais aimé faire ce chemin là avant quoi. Plutôt, parce que j'aime aller dans les musées, j'aime profiter de ça. Je trouve que c'est une belle leçon, ça, à la fois pour les personnes qui sont malades chroniques et qui doivent faire leur chemin d'acceptation. Prenez le temps dont vous avez besoin, faites-vous accompagner éventuellement. D'ailleurs, c'est le genre de choses que tu peux faire. Oui, c'est ça. Ce que je si vous en ressentez le besoin pour aller plus vite, parce qu'en fait, vous allez faire ce chemin tout seul, mais se faire coacher, quel que soit le domaine, en fait, c'est juste un accélérateur. Et surtout, même pour tout le monde, je trouve, dans le fait d'avoir des rêves dans la vie, en fait, souvent, on s'arrête à la seule façon qu'on voit de les atteindre, alors qu'en réalité... Enfin, on give up un peu trop vite, quoi. Il suffit de se dire, ok, je vais faire ça, je sais juste pas comment. Je sais juste que ça va pas être comme ça, parce que le truc classique, là, je vois bien qu'il m'est pas accessible pour X raisons, parce que j'ai cette maladie, parce que j'ai ce statut social, parce que j'ai cette quantité d'argent sur mon compte en banque, parce que ma famille est comme ci, comme ça, ou parce que j'ai tel âge, ou parce que, je sais pas, tu vois, tout un tas de choses qui sont factuelles et qu'on va pas pouvoir changer. Mais en fait, souvent,
enfin, si on se focalise sur l'objectif qu'on veut atteindre, on va trouver les solutions, on va aller les chercher et c'est incroyable comment le cerveau est capable de se dépasser dans ces moments-là et d'aller chercher des solutions ailleurs en fait. Là on n'aurait pas cru que c'était possible. Et ça c'est d'ailleurs ce que ta mission de vie, c'est ça, non? Ma mission de vie c'est ça. Ma mission de vie c'est de montrer que tu peux faire ce que tu veux, peu importe d'où tu viens, peu importe ta différence, peu importe ce que tu fais, tu peux arriver à ton rêve en fait, et à l'essence même de ton rêve en fait. Pourquoi je dis ça? Alors, on va avoir dans les commentaires de non mais c'est pas parce que toi tu y es arrivé que tout le monde peut y arriver. Tu l'as dit toi-même, toi t'as de la chance, ta fibromyalgie n'est pas trop... Ouais, voilà. Parce que t'as balancé ça, je me suis dit ça y est, ils vont s'accrocher à ça, ouais c'est vrai. Alors, moi j'ai de la chance, dans le j'ai la chance, c'est pas... Enfin, elle aurait été. C'est plutôt t'as de la gratitude. J'ai de la gratitude, en fait. Voilà, c'est pas j'ai de la chance. Je veux dire, si on regarde son parcours, on peut pas dire que la meuf a de la chance. Juste soyons factuels 2 secondes. Moi, quand l'écart entre le foyer, la fibromyalgie, l'agoraphobie, les violences, l'obésité, voilà. Dans la catégorie je chope des maladies comme mon ombre, c'est ça. On est quand même pas mal. Quand les cartes ont été distribuées, moi j'étais partie pisser. J'étais pas là, j'ai dit bon j'ai pris le reste, ok, bon ben voilà, on fait avec. Quand j'ai commencé le coaching avec toi, je marchais 10 mètres quoi. Ouais, bien sûr. Et parce qu'avant d'être avant que je sois sa cliente, c'était elle qui était ma cliente. Ouais, c'était ça. C'est-à-dire qu'avant qu'elle travaille avec moi, elle a fait mon coaching. J'ai fait le coaching d'Esther. Et à ce moment-là, je crois que quand je me suis inscrite, je sortais pas du lit. Quand on a fait le premier appel, l'appel gratuit, comme vous pouvez là pour avoir, il y a le médecin qui était venu un moment parce que j'avais une urgence et tout. Ce que je veux dire, c'est que là aussi où vous en êtes aujourd'hui, tout est changement en fait. Ça peut être pire demain et ça peut être mieux aussi. Enfin, peu importe d'où on vient, peu importe son histoire, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe les souffrances qu'on a eues, on peut arriver à ses rêves. On va trouver le chemin quoi. Il suffit de chercher le chemin, ce sera pas celui qu'on pensait. Le rêve sera peut-être pas de la forme qu'on imaginait. C'est ça aussi. Mais en fait la seule façon d'échouer à quoi que ce soit en fait, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Complètement. C'est ça. C'est simple. C'est ça. La seule chose qui va retarder le fait que vous allez arriver à votre vie de rêve, c'est à chaque fois que vous abandonnez. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Ouais. Est-ce que c'est pas un bon moment pour s'y finir? Et ouais, juste pour info, comme elle a dit qu'elle avait fait le coaching, t'avais perdu combien de poids avec le coaching? Avec le coaching, j'avais perdu 30 kilos. Et t'en as reperdu depuis? 10, 40. Voilà, donc elle continue, donc pour la fibro c'est vachement bien. Oui. Au niveau douleur, ça change quand même quelque chose sur les articulations et tout. Ben, surtout que moi en plus, là ce qui marche le mieux pour la douleur, c'est l'activité physique. Ouais, parce que je pouvais pas avant à cause du surpoids, parce que l'activité physique, on produit des hormones naturelles qui sont l'équivalent de la morphine en fait. L'endorphine, non, c'est ça? Il y a l'endorphine, il n'y a pas que l'endorphine, il y en a pas mal d'autres. J'ai un webinaire gratuit si vous voulez là-dessus. Allez checker sur ça. Il y a l'encéphaline aussi. Ouais, je me souviens que tu nous en avais parlé. J'ai découvert un truc. C'est trop bien. C'est ça. Et en fait, globalement, ma façon de faire, c'est que je me documente vachement, je me forme avec les spécialistes, notamment les médecins qui m'accompagnent en fait. Et après, je vulgarise ça, je retransmets et je fais beaucoup d'essais-erreurs. Mes clientes, je pense que à chaque fois, je leur apporte plein de possibilités parce que je pense que j'ai pas tout testé parce que tu peux pas tout tester, mais globalement pas mal de choses qui... De toute façon, dans ce genre de cas de maladies complexes et entremêlées et tout, finalement, c'est toi le meilleur expert. Parce que le médecin, complètement. En fait, il a vu peut-être 2 patients comme toi dans sa vie, au mieux, et il les a vus 30 minutes dans un cabinet, alors que toi, tu passes tes journées avec toi-même, donc en fait, t'es la personne qui a le plus de données. Et c'est ça. Le mieux, c'est de te documenter toi dans ce genre de situation. C'est complètement et d'après d'aller chercher vers un médecin éventuellement l'explication du truc que t'as trouvé, si t'as besoin qu'on te le vulgarise, mais en fait, ouais. C'est ça. Et moi, dans mon cas, et ça veut pas dire que c'est parce que c'est mon cas que pour vous, c'est ce qui est le mieux aussi, hein, mais ça a été beaucoup d'essais. Ce qui me soulage le mieux les douleurs, c'est l'activité physique, mais par exemple, moi, c'est le vélo, parce qu'il n'y a pas le choc de quand on marche, et parce que c'est un mouvement régulier, en fait. Voilà. Et du coup, c'est ce qui me soulage le mieux les douleurs. Et c'est pas... tu vois, ton cerveau, quand t'as mal, il te propose pas d'aller marcher, quoi, ou d'aller faire du vélo. C'est pas naturel, quoi. Et dans mon cas, c'est ce qui marche le mieux. Et donc, perdre du poids, ça m'a beaucoup aidé parce que avec 40 kilos en plus, c'est plus compliqué. Enfin, il y a d'autres douleurs. Il y a les douleurs de l'obésité, du surpoids, voilà. Puis du coup, tu vas continuer à perdre du poids tranquillou. Ouais, l'objectif cette année, c'est 40 kilos encore. En un an? Ouais. Là, je suis impressionnée. Ok, rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an. Là, l'objectif. Là, l'année dernière, ma perte de poids n'était pas ma priorité. Donc, 10 kilos en un an, c'était pas non plus...
C'est pas ma priorité parce que je me suis expat, j'habite dans un autre pays, j'ai monté ma boîte, enfin voilà, c'était du coup pas ma priorité. Mais là, cette année, c'est ma priorité. Je veux finir de dégager les kilos qui restent. Cool. Écoute, merci d'être venue. Merci à toi. Histoire. À bientôt. Je pense qu'à un moment donné, on fera un podcast ensemble. Oui. À tous les coups. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait et puis à commenter. Si vous avez des partages d'expériences à faire aussi qui sont en lien avec ce qu'on vient de dire, ça sera utile aux personnes qui regardent cette vidéo parce que j'imagine que les personnes qui regardent cette vidéo, c'est certainement des personnes qui cherchaient sur les thématiques de l'agoraphobie ou de la fibromyalgie. Donc ça peut être chouette d'avoir des partages d'expériences en commentaire. Il était temps qu'on arrête de parler parce que ça... on était juste en train de vous dire que merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on vous dit à très vite. À très vite, merci à toi. Ciao ciao. Ciao ciao.